Bonjour à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien dans ce contexte un peu particulier. Dans le cadre de l'enseignement à distance, nous allons consacrer cette séance à l'analyse de texte. Bien entendu, le module, c'est le module numéro 2, le dernier jour d'un condamné. La séance, c'est l'analyse de texte. Le public visé, c'est la première année du bac sciences économiques. Bien entendu, tout le monde peut en tirer, c'est-à-dire les autres premières années aussi, ils peuvent en tirer profit. Bon, alors j'ai choisi pour vous, dans cette séance, 2 textes de lecture, bien sûr le chapitre 28 et le chapitre 39. Alors je vais commencer par la première partie de cette séance, à savoir l'analyse de texte du chapitre 28. Donc, le support que je vous propose est le suivant. Je l'ai cependant entrevu une fois. Je passais sur la place de Grève en voiture un jour vers 11 h du matin. Tout à coup, la voiture s'arrêta. Il y avait foule sur la place. J'ai mis la tête à la portière. Une populace encombrait la Grève et le quai, et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge que 3 hommes échafaudaient. Un condamné devait être exécuté le jour même, et l'on bâtissait la machine. Je détournai la tête avant d'avoir vu. À côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant « Tiens, regarde, le couteau coule mal, ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. » C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. 11 h viennent de sonner, ils graissent sans doute la rainure. Ah, cette fois malheureux, je ne détournerai pas là la tête. Très bien. Alors vous savez que dans ce genre de texte, on doit commencer toujours par ce qu'on appelle la situation. Alors, pour situer ce texte, il suffit tout simplement de répondre à un certain nombre de questions. Qui parle ici? C'est le narrateur qui est condamné à mort. À quelle occasion il parle? Je crois c'est à l'approche de son exécution. De quoi il parle? Tout simplement, il parle de la guillotine. Alors on va faire un petit passage sur le texte pour savoir que le narrateur il parle de la guillotine. Je l'ai cependant entrevu une fois. Alors là, pronom personnel le, je l'ai, d'accord, entrevu une fois. Donc il s'agit d'un nom qui est au féminin. Je passais sur la place de Grève en voiture un jour vers 11 h du matin. Alors, si vous l'avez constaté ici, vous avez un imparfait, vous avez un indicateur temporel, ou 2 indicateurs temporels vers 11 h du matin, vous avez tout à coup qui est un indicateur temporel, et puis vous avez la voiture s'arrêta, c'est un passé simple. Hein? Donc le narrateur, il fait un petit retour en arrière, là il est en train de raconter un souvenir. Il y avait foule sur la place, bien sûr on parle de la place de Grève. L'imparfait, je mis la tête à la portière, passé simple du verbe mettre. Une populace encombrait la Grève et le quai. Alors ici, une populace, ça veut dire tout simplement une population. Mais attention, les 2 mots n'ont pas la même signification. Ici, le mot populace, le narrateur, il intervient. Il utilise ce qu'on appelle un modalisateur. Le mot populace est un mot qui exprime un jugement dévalorisant. C'est un mot péjoratif. Donc ici, il y a une prise de position du narrateur. C'est quelqu'un qui déteste en quelque sorte la foule. Une population encombrait la Grève et le quai, et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Ici, il s'agit d'une énumération, d'accord ? Et des femmes, des hommes, des femmes. Donc, vous voyez, il s'agit de ce qu'on appelle la figure de style utilisée, c'est une énumération. Et bien sûr, l'effet recherché par cette énumération, c'est que pour montrer que le spectacle de la peine de mort est un spectacle qui est un spectacle alléchant, c'est un spectacle
qui fait plaisir, si vous voulez, d'accord, aux gens qui viennent. Des femmes, des hommes, des enfants ici, toutes les tranches d'âge sont là, hein, d'accord, et tout le monde est là pour assister au spectacle de la peine de mort. Alors, des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade que 3 hommes échafaudaient. Alors là, jusqu'à maintenant, nous avons le passé simple et nous avons l'imparfait. Un homme devait être exécuté le jour même et l'on bâtissait la machine. Toujours, il y a donc le narrateur. Dans ce souvenir, il est allé une fois à la place de grève. Donc, hein, il y avait un homme devait être exécuté le jour même. Je détournais la tête avant d'avoir vu. Ça veut dire le narrateur, comme il était libre à l'époque, il n'a pas aimé ce spectacle, il n'a pas aimé que voir, si vous voulez, la guillotine, il n'a pas aimé la machine que ces gens-là sont en train de voir. À côté de la voiture, il y a une femme qui disait à un enfant. À côté de la voiture, il y a une femme qui disait à un enfant, « Tiens, regarde, le couteau coule mal, ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. » Donc, à l'intérieur de ce souvenir, à l'intérieur de ce récit, il y a, d'accord, une phrase qui exprime le discours. Donc, cette première partie-là, je crois qu'on peut l'intituler tout simplement « Un souvenir hein, ». D'accord, le narrateur, il raconte un souvenir sur la guillotine, bien sûr, quand elle était libre. Il avait la possibilité de se promener, d'aller là où il voulait, etc. etc. Bon. C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. 11 heures viennent de sonner, il graisse sans doute la rainure. Alors le temps qui domine dans cette dernière partie du texte, d'accord, ce n'est que le présent, d'accord, ce qui est un temps de discours, le retour à la réalité. Ah, cette fois malheureux, je ne détournerai pas la tête. Alors le narrateur, quand il était libre, il avait cette possibilité de détourner la tête pour ne pas voir la guillotine, mais cette fois-ci, il est en face de la réalité, hein, la triste réalité, d'accord, je ne détournerai pas la tête, donc il n'a pas cette possibilité de détourner la tête. Le futur, ici, il exprime la certitude. La certitude, cette certitude, ce mode de l'indicatif, il donne, si vous voulez, au texte une tonalité un peu tragique. On passe maintenant à un petit questionnaire pour récapituler, hein, d'accord? Alors, nous avons dit au départ qu'on va parler de ce qu'on appelle la situation. On va essayer d'abord de situer le texte. Donc, qui parle, bien entendu, c'est le narrateur. Qui est ce narrateur? C'est un condamné à mort. Ce condamné à mort, il se trouve où? Hein? Il se trouve, bien sûr, je crois, il se trouve à la conciergerie, d'accord, la conciergerie, et de cette conciergerie, il sera transféré par la suite vers la place de grève. De quoi parle-t-il? Il parle de la guillotine. Nous avons dit qu'il s'agit d'un petit souvenir de la guillotine. Donc le narrateur, il fait une rétrospection, il fait un petit retour en arrière pour se rappeler le jour où il était libre, il avait la possibilité de se promener, d'aller voir la guillotine sur la place de grève. Quand parle-t-il? Bien entendu, il parle à l'approche de sa mort, à l'approche de son exécution, n'est-ce pas? Donc, à l'approche de son exécution, le narrateur, il se rappelle un jour avoir vu la guillotine. Le type de texte, c'est un texte narratif descriptif. Donc, un texte narratif descriptif. Et bien entendu, si on revient un petit peu sur le texte, on peut justifier le texte par l'utilisation de l'imparfait et du passé simple qui sont les deux temps du récit. Alors là, vous avez je passais, imparfait, s'arrêta, passé simple. Il y avait l'imparfait, je mis, passé simple. Quand encombré, l'imparfait, était imparfait, échafaudé, imparfait, envoyé, aussi c'est un imparfait, devait, imparfait, je détournais, passé simple, il y avait donc l'imparfait. Donc vous voyez que dans cette première partie, le temps qui domine, c'est bien entendu l'imparfait et le passé simple. Deuxième justification avec laquelle on peut justifier que le texte est un texte narratif, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les indicateurs
temporels. Alors là, vous avez des indicateurs temporels, ils sont écrits en bleu. Vous avez par exemple un jour qui est un indicateur temporel. Vous avez vers 11 heures du matin, 11 heures du matin, c'est un indicateur temporel. Tout à coup, si c'est un indicateur temporel, donc vous voyez que le texte est un texte qui est purement, pas purement, mais à dominante narrative. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle l'utilisation ou les temps du récit. Nous avons aussi ce qu'on appelle les indicateurs temporels. Alors, type de texte, nous avons dit que c'est un texte narratif descriptif. Pourquoi descriptif? Parce que tout simplement, le narrateur, il décrit la place de grève, la place de grève dans laquelle il y avait des gens, il y avait des femmes, des enfants, etc. Donc, il y a une petite part de la description. La focalisation, ce qu'on appelle le point de vue. Je crois que la focalisation utilisée ici, ce n'est que la focalisation interne. Tout est décrit, tout est raconté à travers le regard du narrateur. Il y a aussi ici un élément dans le texte qui pourrait justifier ce qu'on appelle la focalisation interne, c'est le verbe de perception qui est le verbe voir. Il y avait une foule, une populace, etc. Il y a, je crois, le verbe envoyer. Voilà, très bien, envoyer. Et le verbe voir ici, c'est un verbe de perception qui peut justifier que la focalisation est une focalisation interne, parce que tout est décrit, parce que tout est raconté à travers le regard du narrateur. Alors, l'énumération, nous avons parlé de l'énumération, c'est-à-dire des hommes, des femmes, etc. C'est-à-dire, l'effet recherché par cette énumération, c'est que tout le monde est présent pour assister au spectacle de la peine de mort. Nous avons dit aussi que le spectacle de la peine de mort est un spectacle alléchant qui attire même les plus sensibles. Les plus sensibles, ici en l'occurrence, vous avez les femmes et les enfants. La modalisation, ou les modalisateurs, la plus importante modalisation ou le plus important modalisateur, c'est le mot populace. Le narrateur, il prend position, c'est-à-dire le narrateur, il déteste le public venu assister à la place de grève. Donc le narrateur, en quelque sorte, il dévalorise la foule. Et ce mot, il a un sens péjoratif. Concernant le temps, ce qu'on appelle la tonalité, je crois que la tonalité est une tonalité qui est tragique. Voilà, donc ainsi prend fin cette première partie de la séquence d'aujourd'hui. On se verra dans une minute. Bonjour. Alors, le deuxième moment sera consacré aussi à une activité de lecture. C'est le chapitre 39 du dernier jour d'un condamné. Donc, nous sommes presque à la fin du roman. Alors, c'est un texte qui s'intitule, Débat sur la peine de mort. Alors, je vais commencer tout d'abord par lire le texte. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce que donc cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise, goutte à goutte, que l'intelligence s'éteint pensée à pensée? Et puis, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Compte tant que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle aille crier au peuple, cela ne fait pas de mal. Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire: c'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne. Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Non, rien. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rend les nerfs, brise les vertèbres? Mais quoi? Une demi-seconde, la douleur est escamotée. Horreur. Donc là, il s'agit d'un petit débat sur la peine de mort. Alors là, ils disent que ce n'est rien. Ils disent que ce n'est rien. Donc le narrateur ici,
il rapporte le point de vue de ses adversaires. Alors ces adversaires, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce n'est rien. Le « il » ici, ce sont les partisans de la peine de mort. Bien entendu, le narrateur, il est contre la peine de mort, d'accord? Et là, il rapporte le point de vue de ses adversaires. Ils disent que ce n'est rien. Le « ce » ici, ce n'est rien. Ça veut dire, la peine de mort, ce n'est rien. On ne souffre pas, ce n'est pas une souffrance. C'est une fin douce. Et la mort, de cette façon, est bien simplifiée. Donc ici, le « il remplace ceux qui sont pour la peine de mort, les partisans de la peine de mort, les adeptes. Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la peine de mort n'est pas tout simplement, n'est pas une souffrance. Mais la question qui se pose aussi, ici plutôt, pourquoi le narrateur a rapporté, ou pourquoi tout simplement il a utilisé le pronom personnel « il », d'accord? Il ne les a pas nommés, puisqu'ils sont ses adversaires. Alors, ici, je crois qu'on peut trouver une petite réponse en disant tout simplement que ces gens-là qui disent que la peine de mort, hein, d'accord, ils ne sont pas, le narrateur ne les a pas nommés, c'est une manière de les négliger, c'est une manière de les marginaliser, c'est une manière de les dévaloriser. Ce sont des gens qui ne méritent même pas d'être nommés. Alors là, dans le deuxième paragraphe, regardez ce que va dire le narrateur. Alors maintenant, il a rapporté le point de vue de ceux qui sont pour la peine de mort. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que donc cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? C'est quoi cette agonie? Hein, d'accord, hein? Donc, l'agonie, ça signifie le dernier moment, si vous voulez, avant la mort. Le râle, alors le râle, c'est une respiration en quelque sorte bruyante, hein, de certains moribonds, hein, et le narrateur ici, en quelque sorte, il est un moribond parce qu'il va mourir. Il vit ses derniers moments, hein, ce râle de tout un jour. Qu'est-ce que ces angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture? Une échelle de torture, alors je crois ici qu'il y a une métaphore, hein, une échelle de torture. Et l'effet recherché par cette figure de style, qui est la métaphore, c'est que le narrateur, il a voulu leur dire, plus que le temps passe, plus que les tortures morales du narrateur, il augmente. Hein. Plus que le temps passe, plus que la souffrance augmente. Donc, hein, qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutira à l'échafaud? D'accord? Alors là, ce sont des questions oratoires. Et les questions oratoires, la question oratoire, hein, il a une valeur qui est très très connue, c'est qu'il est un argument. Il joue le rôle d'un argument. Donc ici, le narrateur, bref, en récapitulant, il a apporté le point de vue de ceux qui sont pour la peine de mort. Il a refuté, d'accord, hein, il a réfuté plutôt leur point de vue. Il a rapporté, d'accord, son point de vue, c'est que la peine de mort, hein, c'est la vraie souffrance. Et là maintenant, il est en train de donner des arguments sous forme de questions oratoires. Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Alors cette phrase, c'est une phrase qui exprime en fait, d'accord, l'antiphrase. Et l'antiphrase, il a une valeur ironique. Ça veut dire, ça, ce que vous dites, vous, la peine de mort n'est rien. Est-ce que c'est vrai? Et c'est quoi cette agonie? Et c'est quoi ces râles? Hein? Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Donc ici, l'antiphrase, il a une valeur ironique. Je répète que l'antiphrase, c'est une figure de style qui consiste à dire le contraire de ce qu'on pense. Hein? Un professeur, par exemple, furieux ou en colère contre un de ses élèves qui rentre en classe en retard, il lui dit doucement, hein, doucement. Alors doucement ici, ça signifie dépêche-toi. Hein? Donc c'est une manière de se moquer de lui. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte, que l'intelligence s'éteint pensée à pensée? Une autre figure, hein, de style, hein, qui est la question rhétorique, qui est en fait une figure de style, une manière, d'accord, hein, d'ajouter un autre argument pour soutenir sa thèse. Hein, d'accord. Et puis, on ne souffre pas, c'est-à-dire ceux qui disent qu'on ne souffre pas, en sont-ils sûrs? Non, bien sûr, ils ne sont pas sûrs. Une autre phrase, une autre interrogation rhétorique. Hein? En sont-ils sûrs? Qui leur a dit? Qui leur a dit, hein? Qui leur a dit que la peine de mort, ce n'est rien, n'est pas une souffrance? Hein? D'accord? Raconte-t-on que jamais
une tête coupée, que ce soit dressée sanglante au bord du panier, et qu'il aille crier au peuple, cela ne se fait pas de mal. Vous voyez l'ironie, vous voyez la stratégie du narrateur, la stratégie sur laquelle d'accord, il joue pour convaincre, l'utilisation aussi de l'ironie. Y a-t-il de morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « c'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne ». Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Alors là, c'était des condamnés à mort en France, d'accord? Non, rien. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe, mord la chair, rend les nerfs, brise les vertèbres, mais quoi? Une demi-seconde et la douleur est escamotée. Alors là, donc, on va essayer de poser un petit questionnaire, on va répondre à ce questionnaire sous forme de récapitulatif de ce que je viens de dire maintenant. Alors, l'auteur, bien entendu, c'est Victor Hugo. Le siècle, c'est le XXe siècle. Le genre de l'œuvre, c'est un roman à thèse ou un roman engagé. Il y a un ici, accent. L'idée fondamentale, bien sûr, de tout le roman, ce n'est qu'abolir la peine de mort. Bien sûr, vous posez la question maintenant, pourquoi j'ai posé ce genre de questions au début. Et là, il faut s'attendre à ce genre de questions le jour de l'examen. C'est toujours la première question, c'est une question qui est consacrée à la contextualisation. C'est-à-dire, on essaie de contextualiser le texte. Ce sont des questions qui se posent sur l'œuvre en général et non sur le texte. La situation, bien entendu, qui est le narrateur? Le narrateur, c'est le condamné à mort. Qu'est-ce qu'il fait ici? D'accord? Il s'agit, où il parle, il s'agit en fait d'un vieux débat, d'accord, en France au XIXe siècle, d'accord. À quelle occasion il se rappelle de ce débat? Alors bien sûr, toujours c'est à l'approche de sa mort. Donc il s'agit d'un vieux débat sur la peine de mort. Le narrateur rappelle les idées de ses adversaires. Nous avons dit que ils disent que ce n'est rien, le « il », d'accord, ce sont les adversaires. Alors les adversaires, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la peine de mort, ce n'est rien, c'est-à-dire ce n'est pas une souffrance, d'accord. Le narrateur rappelle les idées de ses adversaires et réfute ces idées, il les rejette, il ne les accepte pas, d'accord, ces idées, d'une part, et soutient sa propre thèse d'une autre part. Donc vous voyez, le narrateur, il a rapporté le point de vue de l'autre, ça veut dire ses adversaires. Il a réfuté, d'accord, ce point de vue, d'accord, il a soutenu sa propre thèse qui est la peine de mort. C'est une vraie souffrance, d'accord. Vous qui dites que la peine de mort n'est pas une souffrance, lui, alors n'est pas d'accord, il leur dit, voilà, la peine de mort, c'est la vraie souffrance, et bien sûr, il a donné des arguments. Alors, une petite remarque, le fait de rappeler le point de vue de l'autre, le rejeter, le réfuter, ne pas l'accepter, d'accord, et le fait de présenter sa propre thèse et la défendre par des arguments, là, il s'agit, tout ça donne au texte, d'accord, un timbre, une tonalité qui est la tonalité tragique. Donc ici, le pronom personnel « il », d'accord, nous l'avons dit, attention ici, un petit S, le « il », ce sont les partisans de la peine de mort, et nous avons dit que l'auteur, il emploie ce pronom plutôt qu'un nom précis pour les dévaloriser, les partisans de la peine de mort, pour les marginaliser, d'accord, pour les marginaliser, donc eux, ils ne méritent même pas la peine d'être nommés. Alors, la thèse des partisans de la peine de mort, nous avons dit que la peine de mort n'est pas une souffrance, c'est ce que nous avons dit, d'accord. Les types de phrases dominants, ou plutôt la thèse partisan de la peine de mort, c'est la peine de mort n'est pas une souffrance. Les phrases dominantes, ce sont, ou le type de phrases dominantes, ce sont des phrases interrogatives. Et bien sûr, ces phrases interrogatives, ils s'adressent aux partisans de la peine de mort. La thèse que ce passage cherche à défendre, c'est que la peine de mort est une souffrance physique et morale, d'accord ? Et la preuve, c'est que vous avez ici le champ lexical, d'accord, le champ lexical de la souffrance
Hein? Vous avez ici le mot souligné, souffre, angoisse, agonie, râle, etc. Ce sont des mots qui se rapportent au champ lexical de la souffrance. Et ces mots-là, ils sont au service de la thèse qui est défendue pour le narrateur, à savoir que la peine de mort est une souffrance physique et morale. Une petite remarque avant de clore cette deuxième partie de mon intervention. Alors, c'est que dans cet ouvrage, qui est l'ouvrage qui est le dernier jour d'un condamné, l'auteur, il a préféré donner la parole à un condamné, tout simplement, pour faciliter le contact avec le lecteur. D'accord ? En effet, le condamné est mieux placé pour communiquer ses souffrances. D'accord ? Voilà. Donc, ainsi prend fin cette intervention d'aujourd'hui. Alors, restez branchés et à bientôt.